Il y a un homme en ce moment qui vaut des centaines de millions de dollars, possiblement plus d'1 milliard. Un homme qui ne peut pas ouvrir la porte de sa propre maison sans qu'une escorte de type militaire le cerne complètement. Il ne peut pas conduire dans sa propre ville sans se demander si le véhicule qui le suit appartient à un cartel rival ou à une unité de force spéciale mexicaine ayant l'ordre de le capturer vivant ou mort. Il ne peut pas monter dans un avion commercial, il ne peut pas entrer dans un restaurant, il ne peut pas publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et pourtant, cet homme vit mieux que 99,9% de l'humanité. Son nom est Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Le monde le connaît sous le nom du Chapito, le dernier fils libre du Chapo. Et en ce moment, le gouvernement des États-Unis offre 10 millions de dollars simplement pour des informations sur l'endroit où il dort chaque nuit. Ce que nous allons te raconter aujourd'hui sur la façon dont cet homme vit, les véhicules, les propriétés, les gens qui le protègent, les tunnels qu'il utilise pour disparaître, représente un niveau de pouvoir et de luxe qui a rarement été documenté avec une telle profondeur en un seul endroit. Et à la fin de ce récit, tu vas comprendre quelque chose que presque personne n'ose dire à voix haute. Comment l'homme le plus recherché du Mexique continue de vivre comme un roi intouchable. Et pourquoi cette couronne, plus elle devient lourde, plus elle ressemble à une condamnation. Iván Archibaldo est né dans quelque chose que la plupart des fils de narcotrafiquants ne pouvaient qu'imaginer. Son père n'était pas un simple trafiquant. Joaquín Le Chapo Guzmán fut, au moment de la plus grande splendeur du cartel de Sinaloa, le seigneur des drogues le plus puissant de l'histoire de l'hémisphère occidental. Il a construit une organisation multimilliardaire capable de faire circuler de la cocaïne, de l'héroïne et finalement du fentanyl à travers la frontière avec les États-Unis, avec l'efficacité d'une corporation mondiale. Des avions, des sous-marins, des tunnels souterrains d'ingénierie de précision et une infrastructure qui faisait paraître amateurs tous les autres. Mais le Chapo a eu des dizaines de fils avec différentes femmes. La plupart ont été tenus à l'écart de l'affaire, protégés dans une certaine mesure par la distance du nom. Cependant, 2 d'entre eux étaient différents. Iván Archibaldo et son frère Jesús Alfredo, connus simplement sous le nom d'Alfredo, les fils de la première épouse. Ces 2-là n'ont pas été écartés de l'affaire. Ils y ont été introduits de l'intérieur. Le Chapo les emmenait à des réunions, les présentait au chef de plaza et les instruisait sur le fonctionnement de l'organisation tandis qu'il vivait lui-même comme fugitif. Ils n'étaient pas des héritiers passifs, ils étaient des successeurs en formation. Lorsque le Chapo a été extradé aux États-Unis en 2010 à 7 et condamné à perpétuité en 2010 à 9, l'Empire ne s'est pas effondré. Il a été transféré. Et c'est Iván Archibaldo qui a occupé le centre de ce transfert de pouvoir. Aujourd'hui, en l'année 2026, 2 de ses demi-frères, Ovidio et Joaquín, sont en détention américaine en train de négocier des accords avec le gouvernement. Son frère Alfredo reste de paradis inconnu. Et lui, Iván, est le dernier debout. Il continue de diriger la faction la plus puissante du cartel de Sinaloa. Il se trouve quelque part au Mexique et il demeure, d'une façon incompréhensible pour beaucoup, un homme libre. Pour comprendre comment c'est possible et à quoi ressemble vraiment cette vie, il faut revenir au commencement. L'année est 2003. Iván Archibaldo n'a que 20 ans et le cartel de Sinaloa domine déjà les routes de trafic les plus importantes du pays. Son père contrôle les couloirs de la côte du Pacifique jusqu'à la frontière sud-ouest des États-Unis. Et il grandit dans tout cela, non pas comme observateur, mais comme partie d'une dynastie qui porte déjà son nom gravé dans l'avenir. Voilà la différence fondamentale entre cette histoire et toutes les autres que tu as vues sur le narco mexicain. Le Chapo venait de la misère la plus absolue. Paysan des montagnes de Badiraguato, Sinaloa, élevé dans la pauvreté et façonné par la faim. Ce manque est ce qui l'a rendu impitoyable. Mais Iván n'a jamais connu la faim. Il est né avec la richesse déjà construite, dans la vie des propriétés fermées, des écoles privées et du luxe que l'organisation de son père finançait dès le premier jour. Les journalistes, qui couvraient le cartel de Sinaloa à cette époque, décrivaient les fils de Guzmán comme une génération différente. Ils n'étaient pas des soldats qui avaient grandi dans la violence. C'étaient des héritiers à qui on avait remis les clés. Et pendant un temps, beaucoup au sein même de l'organisation les ont sous-estimés. Ils les appelaient des enfants gâtés, des fils de riches qui plieraient sous la pression.
Il se trompait. En février 2005, Iván a été arrêté à Guadalajara, accusé de blanchiment d'argent. Il avait un peu plus de 20 ans. La police l'a arrêté dans un véhicule avec plusieurs associés et a trouvé des preuves le reliant à l'organisation. Le gouvernement a présenté des accusations et l'a envoyé à La Palma, l'une des prisons fédérales les plus sûres du Mexique. Il semblait que l'héritier du Chapo avait terminé avant de commencer. Mais alors est entré en jeu quelque chose qui définit complètement comment fonctionne la famille Guzmán. Le Chapo ne possédait pas seulement de l'argent, il avait de l'influence dans toutes les institutions qui comptaient au Mexique. Selon la journaliste d'investigation Anabel Hernández, quand Iván a écrit à son père depuis la prison lui demandant des vêtements plus chauds pour supporter le froid, le Chapo s'est adressé aux gardes pour les lui faire parvenir. Les gardes, qui étaient déjà sur la paie du cartel, ont relevé leur tarif à $500,000 pour ce seul service. $500,000 pour faire entrer clandestinement des vêtements à la demande d'un prisonnier. Ce détail dit tout sur l'échelle d'argent avec laquelle nous avons affaire. En l'année 2008, Iván a réussi à faire appel de sa condamnation. Un juge fédéral a statué qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves que son argent provenait du narcotrafic, cela malgré le fait que son père était le narcotrafiquant le plus recherché du monde. Le juge et un autre fonctionnaire ont par la suite été suspendus sous le soupçon d'irrégularité dans leurs décisions. Iván a été libéré, et à partir de ce moment, il n'a jamais regardé en arrière. Quand sont arrivées les années 2010, Iván Archibaldo Guzmán n'était pas simplement un membre du cartel. Il se transformait en quelque chose de complètement nouveau dans le monde du narco mexicain. En une figure publique, en une marque personnelle. Cet homme publiait sur Facebook, WhatsApp, Instagram et Twitter, tout en dirigeant simultanément l'une des organisations criminelles les plus violentes de l'hémisphère occidental. Les analystes de sécurité étaient déconcertés. L'expert mexicain en sécurité Raúl Benítez a dit directement à l'agence Associated Press qu'un narco sérieux ne ferait pas ça. Mais à Iván, ça n'importait pas, parce qu'Iván Archibaldo n'était pas son père. Le Chapo a opéré pendant des décennies dans l'anonymat total. Iván opérait en public, les visages floutés sur les photos mais en publiant quand même. On lui attribuait des comptes avec plus de 220 000 abonnés sur Instagram, et chaque publication était un déploiement de pouvoir. Des automobiles exotiques, des avions privés, de l'alcool haut de gamme, le meilleur en tout. Des femmes, des vacances à la plage, des combats de boxe à Las Vegas et des voyages pour parier. C'était l'ère du narco-influenceur, et il en était l'un des originaux. Il est important de comprendre ce que signifiait ce choix. Dans la culture du narco-sinaloense, le statut est une monnaie d'échange. Les corridos qui sont écrits sur toi, le style de vie que les gens te voient mener, c'est partie du mécanisme de contrôle. C'est l'intimidation à travers l'aspiration. Quand les gens sous tes ordres voient ce niveau de vie et cette richesse, leur loyauté se renforce. Quand tes rivaux le voient, ils savent avec qui ils ont affaire. Iván transmettait le pouvoir de manière délibérée. Et il y avait quelque chose de plus dans cet exhibitionnisme qui allait au-delà de la simple vantardise. Il y avait un message politique implicite. Tandis que son père vivait dans des grottes, des sous-sols et des passages clandestins, tandis qu'il se cachait d'armées entières, Iván marchait dans des restaurants de luxe avec des escortes visibles et publiait les photos. C'était une déclaration. C'était dire au monde, y compris au gouvernement eux-mêmes qui le poursuivaient, que le nom Guzmán ne disparaîtrait pas dans l'obscurité, que la génération suivante ne baisserait pas la tête. Mais l'arrogance a aussi son prix. Et ce prix arriverait bientôt, avec plus de violence que quiconque ne l'attendait. En août 2016, Iván et son frère Alfredo ont été enlevés en plein jour par le cartel Jalisco Nueva Generación. Les deux fils les plus importants du Chapo ont été sortis de force du restaurant Las Arcos, un établissement de luxe à Puerto Vallarta, une zone touristique avec beaucoup de monde. Ce n'était pas dans une ruelle sombre ou une brèche de montagne. C'était dans un restaurant haut de gamme à la vue de tous. Le cartel Jalisco les a retenus pendant des jours. L'ensemble du cartel de Sinaloa s'est mobilisé. Les deux frères ont finalement été libérés. Les termes de l'accord n'ont jamais été rendus publics. Mais le message a été gravé dans la pierre. Les Chapitos avaient du pouvoir. Et ils avaient aussi des cibles sur le dos pour le reste de leur vie. La question que beaucoup d'analystes se sont posées à ce moment-là
était comment il était possible que deux des hommes les plus protégés du Mexique aient été capturés si facilement. La réponse, selon ceux qui connaissaient la culture de l'organisation, était un seul mot: confiance. Ivan et Alfredo faisaient trop confiance. À l'exposition publique, à la visibilité, au fait que leur nom leur donnait une certaine protection automatique, l'enlèvement a été la première leçon véritablement brutale que nul nom n'est un blindage suffisant quand l'adversaire a assez de détermination et assez d'hommes armés. Puis est venu l'événement qui a défini qui était réellement Iván Archibaldo. Le 10 à 7 octobre 2010 à 9, Culiacán. Les forces de sécurité mexicaines se sont mobilisées contre Ovidio Guzmán López, l'un des demi-frères d'Iván, et ont réussi à le détenir brièvement dans la ville. Ce qui s'est produit ensuite était sans précédent dans l'histoire moderne du Mexique. En l'espace de quelques heures, des centaines de pistoleros du cartel ont inondé les rues de Culiacán dans des véhicules blindés équipés de lance-roquettes. Les familles de militaires dans un complexe résidentiel ont été prises en otage. Des soldats ont été capturés. La ville entière s'est transformée en zone de guerre. Le gouvernement mexicain du président López Obrador de l'époque a pris la décision de libérer Ovidio pour éviter plus de pertes civiles. Le cartel avait forcé un gouvernement national à reculer. Et Iván Archibaldo a été l'un des hommes qui ont orchestré cette réponse. Ce n'était pas du narcotrafic. C'était une projection de pouvoir à l'échelle militaire. Pense à ce que cela signifie en termes concrets. Un gouvernement souverain, avec armée, marine, forces spéciales et le soutien diplomatique des États-Unis, capitule devant une organisation criminelle parce que cette organisation a démontré être capable de prendre une ville entière en otage. Ce n'est pas que le gouvernement n'avait pas les moyens de résister, c'est que le cartel avait calculé parfaitement quelle était la limite politique de la réponse gouvernementale et l'a utilisée comme une arme. Cela nécessite de l'intelligence. Cela nécessite une planification. Et cela nécessite un niveau de contrôle territorial qui va bien au-delà de ce que la plupart des gouvernements du monde reconnaissent publiquement quand ils parlent des cartels mexicains. À partir de ce moment, l'intérêt du gouvernement des États-Unis envers les chapiteaux a cessé d'être une enquête ordinaire et s'est transformé en une chasse de priorité maximale. En l'année 2023, un grand jury du district nord de l'Illinois a présenté une accusation formelle de grande envergure. Iván faisait face à des accusations de conspiration en vue de distribuer des substances contrôlées, direction d'une entreprise criminelle continue, blanchiment d'argent et participation à des homicides. Le département d'État a offert une récompense de 5 millions de dollars pour des informations menant à sa capture. Ce chiffre a par la suite augmenté à 10 millions. Mais Iván restait libre. Il restait au Sinaloa. Il continuait à opérer. Et puis nous arrivons à la partie que personne n'a réunie en un seul endroit avec cette profondeur. Comment vit réellement Iván Archibaldo Guzmán Salazar en l'année 2026? Pas comment il vivait avant. Pas les publications Instagram de 2010 à 8. Comment il vit maintenant, quand il est l'homme le plus recherché, qui respire encore l'air libre au Mexique? Car voilà ce qu'il faut comprendre avant tout. Le style de vie n'a pas disparu. Il a évolué. Il est allé sous terre. Et à bien des égards, il est devenu plus extrême. D'abord, il faut comprendre comment Iván se déplace. Il ne reste pas en un seul endroit. Selon les rapports du Wall Street Journal publiés en mai 2025, les forces spéciales mexicaines ont perquisitionné une maison de sécurité à Culiacán où ils ont trouvé des preuves de sa présence récente. Ils avaient failli la voir, mais il n'était plus là, prétendument parce qu'il s'était échappé par un tunnel souterrain connecté à la propriété. Des tunnels, tout comme son père. Les évasions les plus célèbres du Chapo se sont faites par des tunnels. En 2015, il a traversé un couloir de plus d'1 kilomètre creusé sous sa cellule au pénal du Altiplano, complet avec une motocyclette sur rail pour faciliter le déplacement. Maintenant, en 2026, son fils utilise le même manuel opérationnel, mais simplement pour survivre au jour le jour dans sa propre ville. Les propriétés qu'Iván utilise sont conçues avec une infrastructure d'échappement intégrée depuis leur construction. Sorties multiples, passages souterrains, connectés à des bâtiments voisins, à des rues adjacentes et à des systèmes d'égouts. Ce n'est pas un hasard. C'est une philosophie de conception. La famille Guzmán a appris que rester en un seul endroit te rend capturable. Le mouvement, c'est la survie. Le style de vie luxueux,
en 2026, est distribué entre plusieurs emplacements. Il n'y a pas une mention principale où Ivan s'installe. Il y a un circuit rotatif de propriétés, certaines dans l'extension urbaine de Culiacán, d'autres dans les montagnes de Sinaloa, où l'infrastructure du cartel est établie depuis des décennies. Certaines sources décrivent des propriétés dans des zones reculées où seules les personnes de confiance maximale connaissent les coordonnées, entourées de vigiles et de sécurité armée positionnés à chaque point d'accès. Mais décrire ces propriétés uniquement comme des refuges serait les réduire à quelque chose de beaucoup plus austère qu'elles ne le sont vraiment. Car le luxe ne se négocie pas. C'est quelque chose que l'on comprend en étudiant à fond la culture des familles de narcotrafiquants sinaloenses de cette génération. Le confort n'est pas une fantaisie. C'est un signal de statut qui irradie vers l'intérieur et vers l'extérieur. Les propriétés où Ivan passe ses nuits sont des constructions d'architecture délibérées. Des murs épais avec un renforcement structural qui va bien au-delà de la norme. Des systèmes électriques indépendants avec des générateurs qui garantissent qu'aucune coupure d'approvisionnement externe ne puisse être utilisée comme signal ou comme tactique de pression. Des cuisines équipées avec la même précision qu'un restaurant haut de gamme à Mexico ou à Madrid. Des caves à vin et alcool qui incluent des étiquettes qui n'apparaissent jamais sur les rayons des supermarchés parce que leur prix et exclusivité les situent dans un marché complètement différent. Les chambres à coucher, selon les descriptions de personnes qui ont été près de propriétés similaires de figures du cartel, ont un niveau de personnalisation que n'importe quel designer d'intérieur de luxe reconnaîtrait comme son propre travail. Ce ne sont pas des cellules aménagées. Ce sont des espaces construits pour communiquer que celui qui les habite a atteint le sommet. Des téléviseurs grands écrans, des systèmes audio haute fidélité, de la literie importée, le même type de détail que tu trouverais dans un hôtel 5 étoiles à Dubaï ou à Monaco, seulement situé derrière des murs avec des hommes armés autour du périmètre. Et puis il y a les cuisines. C'est quelque chose qui est rarement mentionné dans les récits sur la vie des grands chefs du narco, mais que ceux qui les ont connus mentionnent avec une cohérence remarquable. La nourriture est sacrée. Non pas au sens métaphorique, mais au sens littéralement parfait. Le chef qui travaille pour une figure de ce niveau est aussi partie de l'appareil de sécurité que le chef de l'escorte. Car le poison dans la nourriture est l'une des plus anciennes façons d'éliminer un leader, et dans le monde du cartel, où la trahison est une ressource aussi commune que l'argent liquide, la chaîne de possession de ce qui entre dans la bouche d'Ivan Archibaldo est un protocole aussi sérieux que l'inspection des véhicules avant un déplacement. Parlons de la flotte, car c'est là que le style de vie des chapiteaux a toujours été le plus visible. La collection d'automobiles d'Ivan a été documentée sur plusieurs plateformes pendant ces années de plus grande exposition. Des supercars, des camionnettes blindées et des camions personnalisés. Des Ferraris, des Lamborghini, des Porsche, mais aussi le côté artisanal du narco. Dans la culture sinaloense, les véhicules reçoivent des modifications qui les transforment en forteresses mobiles. Carrosserie renforcée, intérieur qui semble sorti d'une penthouse, tapisserie en cuir personnalisée, système de divertissement, réfrigérateur et compartiments cachés pour les armes intégrées au châssis. Le processus de blindage appliqué aux véhicules du cartel à ce niveau n'a rien à voir avec ce que s'imaginent la plupart des gens quand ils entendent ce mot. Ce n'est pas simplement placer des plaques d'acier sur les portes. C'est un travail d'ingénierie complexe qui implique de renforcer la carrosserie de l'intérieur sans altérer visiblement le profil extérieur du véhicule, de remplacer les vitres conventionnelles par des composés de polycarbonate et des laminés balistiques capables de résister aux impacts d'armes à feu de haut calibre, de renforcer les pneus pour qu'ils puissent continuer à rouler même quand ils ont été perforés et de protéger le compartiment moteur pour éviter qu'un impact immobilise le véhicule au milieu d'une embuscade. Certains des véhicules personnalisés qui sont apparus sur des photographies liées aux chapiteaux montrent également des interventions esthétiques qui transforment ces machines en objets uniques. Des finitions en couleurs personnalisées qui ne sont dans aucun catalogue officiel des fabricants, des gravures sur le châssis avec des noms ou des symboles, des intérieurs faits à la main avec des matériaux qu'il faut importer spécialement. Ce ne sont pas des véhicules de production. Ce sont des pièces d'une collection privée construite pour démontrer que l'argent n'a pas de limite. Mais en 2026, ces véhicules ne sont plus affichés en ligne. L'ère du déploiement public est terminée. Les mêmes automobiles existent probablement, plusieurs Ferraris existent probablement,
mais il reste derrière les murs des propriétés jusqu'à ce que les conditions soient adéquates. Jusqu'à ce que l'intelligence confirme que la route est dégagée, jusqu'à ce que l'équipe de sécurité ait inspecté chaque kilomètre du trajet. Quand Ivan se déplace, cela ressemble à une opération militaire. Le véhicule de tête balaie la voie. Les véhicules à l'arrière contrôlent s'il y a un suivi. Des équipes de contre-surveillance. Des véhicules à pas prenant des routes différentes simultanément. Ivan lui-même pourrait être dans l'un d'eux ou dans aucun. Le système complet est conçu pour que même quelqu'un qui observe de loin ne puisse pas déterminer avec certitude quel véhicule cibler. Pense à ce que cela signifie en termes pratiques. Tu ne peux pas simplement avoir une Ferrari en 2026 et la conduire dans Culiacán quand tu es Iván Archibaldo. L'automobile existe. Le plaisir de la voir existe. Mais l'acte de l'utiliser librement n'existe pas. Ce n'est pas la liberté. C'est l'emprisonnement le plus cher du monde. Maintenant, il faut parler de quelque chose qui est rarement analysé avec assez de profondeur quand on décrit le monde des grands capots du narco. Le poids spécifique de la loyauté. Car autour d'un homme comme Ivan ne gravitent pas seulement des sicaires et des opérateurs financiers. Il y a une structure sociale complexe, presque féodale, qui l'entoure et qui l'alimente constamment. Les lieutenants de premier niveau, les hommes qui exécutent ses ordres directs et qui connaissent sa localisation en temps réel, ne travaillent pas pour un salaire au sens conventionnel du terme. Ils travaillent pour l'accès à l'argent, au pouvoir, à la protection du nom Guzman et à un style de vie que eux aussi jouissent en tant qu'extension de celui de leur patron. Le narco sinaloense a une culture de récompense qui va bien au-delà de l'enveloppe avec des billets. Ce sont les camionnettes qui apparaissent devant la maison d'un lieutenant loyal un jour quelconque. Les propriétés qui sont silencieusement transférées. Les fêtes privées auxquelles seuls les élus assistent. Les partenariats, les baptêmes financés, les mariages transformés en événements d'une envergure ridicule grâce à la générosité du patron. Cette culture de récompense est aussi un mécanisme de contrôle parfait, car celui qui reçoit ces avantages a trop à perdre s'il trahit, et celui qui ne les a pas reçus encore a trop à gagner s'il démontre sa loyauté. C'est un système qui se perpétue lui-même avec l'efficacité d'une entreprise bien administrée, sauf que le capital principal n'est pas l'argent, mais la peur et la gratitude mélangées en proportions soigneusement calculées. Mais en 2026, ce système est sous une tension sans précédent moderne dans l'histoire du cartel de Sinaloa. La guerre civile au sein du cartel a éclaté de plein fouet à la fin du 2024. La faction des Chapitos contre la faction du Mayo. L'arrestation d'Ismael Zambada Garcia et la détention de Joaquín Guzmán López ont créé une fracture qui ne s'est pas encore fermée. Et dans ce contexte, Ivan ne peut faire confiance à tous ceux qui l'entourent. Les anciens alliés sont maintenant des informateurs potentiels. Les rivaux au sein de la propre organisation veulent le voir tomber. Chaque personne qui connaît sa localisation représente une récompense potentielle de 10 millions de dollars. Tu as cette situation où un homme avec plus de richesse personnelle que la plupart des directeurs généraux des 500 plus grandes entreprises des États-Unis doit traiter chaque personne de son cercle comme une menace. L'attente. Ce n'est pas la liberté. C'est une prison très chère, sans mur visible. La guerre entre factions a eu des conséquences brutales pour la population civile de Culiacán et d'autres municipalités de Sinaloa. Des blocages de routes, des affrontements armés dans des zones résidentielles, des déplacements forcés de communautés entières. Des familles qui ont dû abandonner leur maison d'un jour à l'autre parce que la ligne de front d'une guerre qu'elles n'avaient pas choisie passait littéralement par leur rue. Le coût humain de cette fracture interne a été mesuré non seulement en morts mais en blessés, en disparus et en une économie locale, qui s'est contractée visiblement parce que la peur paralyse les marchés autant que n'importe quelle crise financière. Et tandis que tout cela se passait à l'extérieur de ses murs, Iván Archibaldo restait à l'intérieur de ses propriétés, suivant à travers ses réseaux de renseignements le développement d'un conflit auquel il avait lui-même contribué à déclencher. Parce qu'il faut être clair sur quelque chose qui est parfois omis dans les analyses de cette période. Les Chapitos n'ont pas été des victimes passives de la rupture avec la faction du Mayo. Ils ont été des protagonistes actifs. Les décisions qui ont conduit à l'arrestation de Zambada Garcia sur le territoire américain ont été prises par des personnes au sein de la structure des Chapitos. Et ces décisions avaient des conséquences qu'Ivan savait qui viendraient. La guerre n'a pas été une surprise pour lui.
C'était un pari calculé sur qui survivrait à long terme. Maintenant, il faut être honnête sur quelque chose qui change la perspective de ce récit. Même en 2026, même en tant que fugitif, Iván Archivaldo ne vit pas une vie misérable. Les célébrations n'ont pas cessé. Elles ont seulement changé de format. Dans la culture du narco, les fêtes se produisent dans des environnements contrôlés. Un ranch privé aux abords de la ville. Une propriété avec son propre générateur, avec son propre service de restauration et avec son propre divertissement. Des musiciens qui sont payés pour jouer et puis ramenés à la maison les yeux bandés pour qu'ils ne sachent pas où ils ont été. Des artistes de narco-corrido, des groupes de bandas et des interprètes régionaux. Les noms les plus importants de la musique régionale mexicaine ont joué lors d'événements privés du cartel, parfois volontairement et parfois parce que l'invitation a plus de poids qu'une demande ordinaire. Les corridos qui sont écrits sur Iván ne sont pas du simple divertissement, c'est de la propagande. C'est la version musicale du même mécanisme de contrôle qu'il exerçait à travers Instagram pendant ses années de plus grande exposition publique. Quand un groupe de premier plan enregistre une chanson qui célèbre le Chapito, qui décrit son pouvoir, sa bravoure et sa richesse, ce corrido devient un message qui circule parmi la troupe, parmi les sympathisants et parmi les rivaux. Cela dit, sans le dire explicitement, que cet homme est toujours vivant, toujours puissant et toujours digne, que les meilleurs artistes du genre chantent son nom. Selon les rapports de différents médias, en l'année 2025, des influenceurs et des figures des réseaux sociaux étaient signalés et dans certains cas éliminés après avoir été accusés d'avoir des liens financiers avec les Chapitos. C'est l'environnement dans lequel Iván se déplace. Les personnes autour de lui, même les artistes et même les créateurs de contenu, peuvent devenir des cibles dans la guerre interne. En 2026, les fêtes sont plus petites, les listes d'invités plus courtes, et le secret qui les entoure est absolu. Mais elles continuent à se produire. L'alcool continue à être de la plus haute gamme, la nourriture continue à être 5 étoiles, le service continue à être impeccable, parce que c'est un homme qui n'a jamais connu une autre réalité. Et il ne peut pas y avoir une conversation complète sur le style de vie d'Iván Archivaldo sans parler de la culture armamentiste qui l'entoure. Dans le narco, les armes ne sont pas seulement des outils. Ce sont des bijoux. Ce sont un symbole de statut. Des fusils d'assaut plaqués or, des pistolets gravés avec des incrustations de diamants et des carabines avec des travaux en bois artisanaux. Ce sont des pièces qui valent plus que l'automobile de la plupart des gens et qui sont exposées comme des accessoires. Dans les publications attribuées aux Chapitos, pendant les années de plus grande exposition, l'armement était montré aux côtés des autos et de l'argent liquide sans aucun camouflage. Ce n'était pas de la dissimulation, c'était de la célébration. En 2026, cet arsenal existe en quantité identique et probablement en plus grand volume. Seulement, il n'apparaît plus sur Internet. Les autorités américaines ont accusé Iván et ses frères de diriger une opération de narcotrafic qui a généré des centaines de millions de dollars en inondant les États-Unis de fentanyl. Des centaines de millions. Et ce n'est que ce que les procureurs ont réussi à documenter. Le chiffre réel, l'étendue totale de ce qui circule à travers les opérations du cartel de Sinaloa au niveau des Chapitos, est quelque chose que l'agence antidrogas des États-Unis elle-même reconnaît qu'elle ne peut qu'estimer. L'opération de fentanyl est une machinerie extraordinaire en soi. Pour comprendre son ampleur, il faut commencer par l'origine. Les comprimés sont pressés dans des laboratoires clandestins disséminés dans l'État de Sinaloa, dans des installations qui de l'extérieur ressemblent à des ateliers mécaniques, des entrepôts agricoles ou des maisons ordinaires. La machinerie de pressage qui est utilisée n'est pas artisanale, elle est industrielle. Les mêmes presses que les fabricants pharmaceutiques légitimes utilisent pour produire des médicaments certifiés sont acquises par l'organisation, par l'intermédiaire d'intermédiaires dans plusieurs pays et transportées en pièces détachées au laboratoire clandestin où elles sont assemblées par des techniciens qui, dans de nombreux cas, ont une véritable formation chimique. Le fentanyl en poudre, le précurseur qui se transforme en comprimé, provient principalement de laboratoires clandestins, avec des connexions en Asie. Les routes d'approvisionnement traversent plusieurs continents, avant que l'ingrédient actif n'arrive aux mains des opérateurs du cartel. Une fois pressé en comprimé avec le seau de médicaments connus, ce qui est la façon dont le fentanyl illicite a tué des dizaines de milliers d'Américains
qui croyait prendre des analgésiques prescrits, le produit entre dans la chaîne de distribution. 1 kg de fentanyl peut produire approximativement 1 million de comprimés contrefaits, 1 million de comprimés à prix de vente dans la rue. Multiplie cela par l'échelle à laquelle opèrent les chapitos, avec des cargaisons mesurées en centaines de kilogrammes et parfois en milliers, et tu commences à comprendre pourquoi l'argent est presque impossible à dépenser assez rapidement. Le transport vers les États-Unis utilise toutes les méthodes disponibles simultanément. Des cargaisons de fruits et légumes avec des compartiments creusés dans l'intérieur des produits sans altérer leur apparence extérieure. Du fret commercial légitime, où les conteneurs ont été adultérés pour inclure des espaces cachés. Des traversées à travers des points d'entrée formels dans des automobiles, avec des modifications structurelles invisibles à l'œil nu. Des tunnels souterrains d'ingénierie sophistiquée, qui connectent des propriétés dans des villes frontalières mexicaines à des bâtiments du côté américain. Des gens qui traversent à pied avec le produit adhéré au corps de façon que les scanners conventionnels ne détectent pas toujours. La diversification des méthodes fait partie de la conception du système. Si les autorités détectent et ferment une méthode de traversée, les autres continuent à opérer sans interruption. L'organisation ne dépend pas d'une seule vulnérabilité. Elle dépend d'une superposition de vulnérabilités si nombreuses que fermer l'une d'elles ne réduit pas significativement le volume total qui arrive de l'autre côté de la frontière. Le fentanyl n'est même pas le seul produit. Cocaïne de Colombie, méthamphétamine de laboratoire disséminée dans l'État de Sinaloa et héroïne des champs de pavots que le Chapo a établi il y a des décennies. Le cartel de Sinaloa sous les Chapitos est une opération de service complet, et la faction d'Iván contrôle certains des couloirs les plus rentables. En 2026, avec 2 frères coopérant avec les procureurs américains et livrant potentiellement de l'intelligence financière, l'argent d'Iván doit se déplacer à travers des canaux encore plus complexes. Des entreprises fictives, des biens immobiliers, des entreprises qui semblent légitimes sur le papier et du blanchiment d'argent à une échelle qui rend petit vol la plupart des crimes financiers connus. Le département du Trésor des États-Unis l'a sanctionné, ce qui signifie que toute personne ou institution américaine qui fait affaire avec lui, consciemment ou non, fait face à des conséquences légales. Les banques internationales sont en alerte. Alors l'argent liquide doit se déplacer à travers des systèmes informels, à travers des intermédiaires de confiance et à travers des économies qui n'ont pas assez de supervision pour l'arrêter. Cet argent continue de circuler, et il continue de financer un style de vie que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. La pression financière a aussi augmenté depuis un autre front. Son principal opérateur financier, l'administrateur qui gérait les flux de capital de la faction d'Iván au sein du cartel, a été extradé aux États-Unis. Les agents fédéraux l'ont atteint en premier, ce qui signifie que l'infrastructure financière autour d'Iván a dû s'adapter, se restructurer et s'enfoncer plus profondément. Nouveaux intermédiaires, nouveaux canaux, nouvelles personnes de confiance qui peuvent ou non être véritablement dignes de confiance. Chaque restructuration crée de nouvelles vulnérabilités. Et Iván le sait parfaitement. C'est quelque chose que peu de gens mentionnent quand ils décrivent le luxe cartel. Le coût humain réel du maintien en vie d'un homme comme Iván. Son opération de sécurité personnelle inclut une protection directe 24 heures par jour. Ce ne sont pas 3 hommes avec des pistolets. C'est une armée privée structurée avec une hiérarchie militaire, des communications radio, la collecte de renseignements et l'évaluation des menaces en temps réel. La même machinerie qui a mobilisé des centaines de pistoleros par Culiacán en 2010 à 9 peut être activée en théorie pour sa protection personnelle à tout moment. Mais en 2026, avec le cartel plongé dans une guerre interne, cette opération de sécurité fonctionne en état d'alerte maximale permanent. Maintenant, il faut parler de quelque chose que peu d'analyses incluent dans ce type d'histoire. Le coût psychologique. Parce qu'il y a un élément de la vie d'Iván Archibaldo qu'aucune quantité d'argent ne peut résoudre et qu'aucune propriété de luxe ne peut atténuer. Et cet élément est l'incertitude. Les grands étudiants du comportement des chefs criminels sous pression prolongée, des criminologues qui ont eu accès à des témoignages de personnes qui ont été près de figures comme Pablo Escobar pendant ses années de fuite, comme les frères Arellano Félix pendant leur période de plus grande persécution, comme le Chapo lui-même dans ses dernières années de liberté, s'accordent sur un schéma qui se répète avec une cohérence remarquable.
La richesse cesse d'être agréable quand l'horizon de la survie se rétrécit à 24 heures de distance. Escobar, dans ses derniers mois avant d'être abattu à Medellín, vivait dans des conditions que ses propres assistants ont décrites comme misérables en termes psychologiques. Entouré de luxe matériel mais incapable de dormir au même endroit plus de 2 nuits consécutives, se méfiant de chaque personne nouvelle qui s'approchait, voyant dans chaque mouvement de ses hommes les plus proches le geste potentiel de celui qui avait déjà vendu sa localisation. La richesse matérielle était réelle, la souffrance aussi était réelle, et les deux coexistaient dans le même homme, au même moment. Pour Ivan, en 2026, cette équation n'est pas différente dans sa structure fondamentale. Elle est différente dans ses détails, sa géographie et les technologies spécifiques qui le poursuivent, mais l'architecture psychologique du fugitif multimillionnaire est la même que celle du fugitif de n'importe quelle autre époque et n'importe quel autre endroit. Il sait que ses frères parlent, il sait que son opérateur financier parle, il sait que chaque personne qui connaît son visage et sa voix et ses habitudes est un risque. Il sait que la récompense de 10 millions de dollars existe et que dans un monde où la plupart des gens qui l'entourent gagnent en 1 an ce que ce chiffre représente en 5 minutes de l'économie du cartel, il y a toujours quelqu'un en train de faire le calcul. Et il sait quelque chose de plus, quelque chose qui peut être est le plus lourd de tout. Il sait quel est le destin des hommes qui arrivent où il est arrivé. Son père est dans une cellule de sécurité maximale au Colorado, aux États-Unis, sans possibilité réelle de liberté tant qu'il vit. Ses frères sont dans le système pénitentiaire fédéral américain, en train de négocier les termes de leur reddition. Les grands chefs du cartel qui sont venus avant, les Arellano Félix, les Amado Carrillo Fuentes et les Ociel Cárdenas Guillet, ont terminé morts, emprisonnés ou fugitifs perpétuels jusqu'à leur mort. Il n'y a pas un seul exemple d'un homme qui ait atteint le niveau d'Ivan au sein du narco mexicain et qui soit arrivé à la vieillesse en liberté et tranquillité. Cette connaissance vit en lui. Elle ne peut pas ne pas vivre en lui. Et la question que cette connaissance génère n'est pas s'il va tomber. C'est quand et comment. Maintenant bien, en 2026, les murs se ferment de manière visible et documentée. En juillet 2025, son demi-frère, Ovidio Guzmán López, s'est présenté au bâtiment fédéral Dirksen à Chicago et a plaidé coupable à 2 accusations de distribution de drogue et 2 accusations de participation à une entreprise criminelle. Continue. Ovidio coopère avec le gouvernement des États-Unis, essayant de réduire une possible perpétuité en livrant des informations sur les opérations du cartel. Pense à ce que cela signifie pour Ivan. Ovidio a été au sein de l'organisation. Il connaît les routes, les contacts, les structures financières, les localisations des maisons de sécurité et les noms des fonctionnaires corrompus à la solde. Tout ce qu'Ovidio livre est potentiellement une balle pointant directement vers Ivan. Et puis il y a Joaquín Guzmán López, le demi-frère qui a été arrêté en 2024 après avoir prétendument aidé à orchestrer la trahison d'Ismaël Zambada, l'attirant dans un avion qui a atterri sur le territoire des États-Unis. Joaquín est également sous garde américaine et coopère également potentiellement. Ainsi, Ivan Archibaldo en ce moment, en 2026, opère en sachant que 2 de ses frères sont quelque part dans le système pénitentiaire fédéral américain parlant avec des procureurs. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la réalité concrète de sa situation. En juin 2025, le département du Trésor des États-Unis a annoncé de nouvelles sanctions dirigées spécifiquement contre Ivan et Jesús Alfredo. Nouvelles désignations, nouvelles restrictions financières et nouvelles récompenses. Le message de Washington était sans équivoque. Ces 2 hommes sont maintenant les cibles prioritaires, maintenant que les autres sont en garde à vue. Et sur le terrain au Mexique, la guerre interne du cartel qui a éclaté en 2024 entre les Chapitos et les Mayos a transformé Culiacán en une ville en tension permanente. Des enlèvements, des disparitions et des meurtres. Non seulement de figures du cartel mais de civils pris dans le feu croisé. Les forces de sécurité mexicaines ont confirmé une pression soutenue sur les 2 factions avec des arrestations de lieutenants et de chefs de sécurité clés. En février 2025, le chef de la sécurité personnelle d'Ivan, un homme connu par son alias El 200, a été capturé par les forces mexicaines. Le cercle intime se réduisait de manière visible. Et puis il y a l'histoire du tunnel. Les autorités mexicaines ont nié le rapport du Wall Street Journal
selon lequel Ivan s'était échappé par un passage souterrain au début du 2025. Mais le journal s'est tenu ferme dans ses sources. Indépendamment de qui tu crois, du porte-parole officiel ou des journalistes d'investigation, l'histoire en elle-même dit tout ce qu'il y a à savoir sur à quel point le filet se resserre. Les forces ont été à l'intérieur du même bâtiment. Des preuves de sa présence récente ont été trouvées. Elles ont été à un doigt de lui. Dans les rues de Culiacán en 2026, tous savent qui est Ivan, mais personne ne parle. La culture du silence, ce que les Italiens appellent l'omerta, et ce que Sinaloa comprend simplement comme la seule façon de rester vivant, garde l'information contenue. Les informateurs sont éliminés. Les familles des informateurs sont menacées. La récompense de 10 millions de dollars du gouvernement américain est réelle. Mais dans une ville où le cartel contrôle beaucoup de la vie quotidienne, percevoir cet argent équivaut à signer ta propre condamnation à mort. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans ce détail quand on l'analyse avec du recul. 10 millions de dollars est une fortune qui changerait la vie de pratiquement n'importe qui à Culiacán. C'est plus d'argent que la plupart des habitants de cette ville verront en plusieurs générations combinées. Et pourtant, personne ne parle. Ou du moins, personne n'a parlé avec assez de précision pour que le filet s'énerve fermé. Cela ne dit rien sur l'innocence d'Ivan. Cela dit quelque chose sur le système de terreur et de loyauté qui le protège. Un système si profondément enraciné dans le tissu social de cette région que 10 millions de dollars ne suffisent pas à le dépasser. C'est, en soi, une forme de pouvoir qui va bien au-delà des automobiles, des propriétés et des tunnels. C'est du pouvoir sur l'esprit de communautés entières. Et c'est la raison pour laquelle Iván Archibaldo reste libre quand, selon tout calcul rationnel, il aurait dû être capturé il y a des années. Alors voilà où nous sommes en 2026. Iván Archibaldo Guzmán Salazar a approximativement 42 ans, parce que même sa date de naissance a des documents contradictoriés des registres officiels du gouvernement des États-Unis. Il a passé toute sa vie adulte au sein de l'organisation criminelle la plus violente, la plus lucrative et la plus persécutée de l'hémisphère occidental. Il a vu son père être extradé dans une prison de sécurité maximale au Colorado et condamné à perpétuité. Il a vu 3 de ses frères être capturés un par un. Il a survécu à un enlèvement aux mains d'un cartel rival. Il a survécu à la bataille de Culiacán. Il a survécu aux perquisitions, aux accusations formelles, aux sanctions internationales et à une récompense de 10 millions de dollars sur son existence. Et pourtant, en 2026, il reste libre. Il continue d'être le leader de la faction la plus puissante du cartel de Sinaloa. Il continue de commander une opération qui déplace du fentanyl, de la méthamphétamine, de la cocaïne et de l'héroïne à travers la frontière avec les États-Unis, en volume que l'agence antidrogas des États-Unis décrit comme une urgence nationale. Sa vie en 2026 est la vie d'un homme qui a compris quelque chose de profond et brutal à la fois, que tout luxe vient avec un prix, et que le prix qu'il paie est la vigilance permanente. Il vit dans des propriétés de luxe, mais il ne peut jamais être à l'aise dans aucune trop longtemps. Il mange la meilleure nourriture, mais le cuisinier pourrait travailler pour quelqu'un d'autre. Il commande une armée, mais les armées peuvent changer de camp. Il a plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Mais son principal administrateur financier est assis dans un tribunal fédéral américain expliquant où est allé chaque dollar. Ceci est le paradoxe du multimillionnaire fugitif. Les mêmes choses qui l'ont rendu puissant, la richesse, les gens autour de lui et le style de vie, sont exactement les mêmes choses qui le rendent localisable. Chaque propriété coûte de l'argent et laisse des traces. Chaque personne de confiance connaît son visage. Chaque véhicule laisse une empreinte. Et voilà le détail qui importe le plus à comprendre sur 2026, celui qui change toute la perspective de ce récit. Iván Archibaldo ne publie plus rien sur les réseaux sociaux. L'homme qu'un analyste de sécurité a décrit comme quelqu'un qui passait tout son temps sur Facebook et WhatsApp, dont Instagram était un documentaire en mouvement de la vie du narco-billionnaire, a complètement disparu du cyberespace. Pas de compte public, pas de photos avec visage flouté, pas de vidéos de fête, pas d'auto, pas d'avion et pas de bouteilles, parce que l'ère du déploiement ostentatoire est terminée. Le Chapo a passé des décennies à survivre en restant invisible, et Iván a passé ses années de plus grande splendeur en faisant exactement le contraire. Vivant en public, à voix haute, de manière ostentatoire,
comme si les règles ne lui s'appliquaient pas. Et être pendant un temps, elles ne lui s'appliquaient pas. Mais en 2026, avec 2 frères coopérants en garde américaine, avec son chef de sécurité arrêté, avec des forces spéciales mexicaines perquisitionnant ses maisons de sécurité, avec une désignation du département du Trésor des États-Unis et une étiquette de cible prioritaire de l'agence antidrogas sur son dos, le style de vie Instagram est maintenant une responsabilité qu'il ne peut pas se permettre. L'ironie est dense et a un poids historique. Le fils qui était trop ostentatoire, trop public et trop exhibitionniste pour les vieux codes du cartel, vit maintenant dans un plus grand secret que celui qu'El Chapo a jamais exercé. Il s'est transformé en ce que son père a toujours été. Un fantôme quelque part au Sinaloa, quelque part dans les montagnes, se déplaçant par des tunnels que son père aurait reconnus sans hésiter. Mais la différence est fondamentale. Le Chapo a construit son empire de rien et a opéré dans l'ombre par choix propre. Ivan a hérité d'un empire et vit dans l'ombre par nécessité. Son père a choisi l'obscurité. Lui a été poussé dedans. Et il y a une différence de plus. Être la plus importante de tous. Le Chapo a été capturé 3 fois et s'est échappé 2 fois. La 3e capture a été la définitive. À chaque évasion, il a démontré une capacité d'adaptation que ses poursuivants ont mis des années à comprendre. Mais à la fin, le système l'a rattrapé. Le poids combiné de l'intelligence américaine, de la pression diplomatique et de l'affaiblissement graduel de ses réseaux de protection a été trop. Ivan n'a pas encore été capturé, mais les ressources qui s'accumulent contre lui en 2026 sont incomparablement plus grandes que celles qui pesaient sur son père pendant les années de plus grande persécution. La technologie de surveillance a avancé de manière exponentielle. Les communications chiffrées que les cartels utilisaient dans les années 2010 ont été compromises par les agences de renseignement plusieurs fois. Les satellites de surveillance, les drones de reconnaissance, l'analyse des métadonnées des communications et le renseignement humain provenant de ses propres frères au sein du système judiciaire américain forment un filet qui se resserre semaine après semaine. Ce n'est pas une question de savoir si le filet l'atteindra. Pour ceux qui étudient ce cas de l'intérieur, la seule vraie question est si cela sera sous la forme d'une opération de capture, d'une extradition négociée ou de quelque chose de beaucoup plus définitif et sans possibilité d'appel. L'histoire du narco mexicain n'offre pas beaucoup de fins heureuses pour les hommes qui arrivent au niveau d'Ivan. Ceux qui survivent jusqu'à la vieillesse le font dans une cellule ou dans un exil si hermétique qu'il équivaut à une mort sociale complète. Ceux qui n'arrivent pas à la vieillesse le font pour des raisons qui généralement ne nécessitent pas d'explication. Et voilà la réflexion que ce récit a été en train de construire depuis la première seconde. Iván Archibaldo Guzmán Salazar est, en termes purement matériels, l'un des hommes les plus riches du monde. Il contrôle un flux de capital qui surpasse le produit intérieur brut de plusieurs petits pays. Il a à sa disposition des propriétés, des véhicules, du personnel, du divertissement et du confort que la plupart des êtres humains ne pourront même pas imaginer dans toute leur existence. Son nom a un poids spécifique dans l'histoire du crime organisé, qui durera des décennies après que son histoire personnelle ait terminé de s'écrire. Et au même moment, c'est un homme qui ne peut pas faire une promenade. Il ne peut pas appeler un ami sans calculer d'abord si ce téléphone est intercepté. Il ne peut pas faire confiance au fait que la personne qui lui sert le dîner ne soit pas à la solde de quelqu'un qui veut le voir mort ou menotté. Il ne peut pas planifier l'avenir au-delà de la prochaine heure, parce que l'avenir, pour un homme à sa position, est un territoire qu'il ne peut pas contrôler. Le luxe qui l'entoure n'est pas un signe de liberté. C'est la décoration d'une prison sans barreaux, mais avec des murs tout aussi réels. La Ferrari existe. La bouteille de champagne existe. La propriété avec service 5 étoiles existe. Mais la capacité d'en jouir avec la tranquillité qu'une personne ordinaire a quand elle s'assoit pour dîner dans sa propre maison, cela n'existe pas. Cela a disparu il y a des années et être n'a jamais vraiment existé, parce qu'Iván Archibaldo est né au sein d'un système qui exige, tout en échange de donner tout. L'histoire des Chapitos est au fond l'histoire de ce qui arrive quand le pouvoir est hérité sans que la prudence, la patience et l'obscurité qui ont permis à ce pouvoir de se construire au premier lieu soient aussi hérités. Le Chapo a mis des décennies à construire quelque chose que ses fils ont reçu d'un jour à l'autre. Et la vitesse de ce transfert a aussi été la graine de la vulnérabilité qui les a maintenant, un par un,
en train de tomber au sein du système que leur père a défié toute sa vie. Ivan est le dernier, pour l'instant. Quelque part dans une propriété à Sinaloa, dans un coin des montagnes qu'il connaît de mémoire et que ses poursuivants continuent à cartographier avec patience, il y a un homme avec des dizaines de millions de dollars, entouré d'hommes armés, dormant dans un lit de luxe sur lequel il passe peu, être 2 nuits avant de se déplacer au prochain endroit. Il a tout. Et il n'a rien que la plupart des gens n'échangeraient pas volontiers en retour pour pouvoir marcher dans une rue sans escorte. Son père est tombé, ses frères sont tombés, et lui, pour l'instant, reste quelque part sous terre, en train de respirer, de se déplacer et de survivre. Avec tout l'argent du monde, avec le nom le plus reconnaissable du narco-mexicain et avec la certitude qu'il ne peut pas ignorer même s'il l'essaie, que tous les empires construits sur cette classe de fondation se terminent de la même manière. Non pas avec gloire, non pas avec liberté, mais avec des menottes, une cellule ou quelque chose de pire. La question n'est pas si cette fin arrivera. La question est si quelqu'un, au moment où elle arrivera, se souviendra encore du nom de l'enfant qui a grandi en croyant que le nom de son père était suffisant pour le protéger de tout. Et peut être qu'ici se trouve la vérité la plus inconfortable de toute cette histoire. Iván Archibaldo Guzmán Salazar a grandi en croyant que l'argent pouvait tout acheter, la sécurité, le temps, la loyauté, le silence. Et pendant des années, il semblait qu'il avait raison. Des maisons blindées, des routes de fuite, des tunnels, des convois, des hommes armés, des fêtes privées, des millions se déplaçant dans l'ombre et un nom qui pendant des décennies a fait trembler demi-continent. Mais il y a quelque chose qu'un empire criminel ne peut pas acheter pour toujours, la paix. Car au final, derrière les véhicules de luxe, les ranges cachées et les millions en espèces, la vie d'Ivan ne ressemble pas à celle d'un homme libre. Elle ressemble à celle de quelqu'un condamné à regarder par-dessus l'épaule le reste de ses jours, à dormir peu, à se méfier de tous, à changer de refuge comme on change de peau, à vivre en sachant que chaque appel peut être le dernier, que chaque visage proche peut le vendre, et que chaque aube peut le rapprocher d'un pas de plus du même destin qui a rattrapé son père. C'est le vrai prix du pouvoir dans le monde du narco. Ce n'est pas seulement le sang qu'il laisse sur son passage, ce n'est pas seulement les villes cassées, les familles détruites et les morts qu'il accumule en chemin. C'est aussi la condamnation personnelle de celui qui atteint le sommet et découvre, trop tard, qu'à partir de là, on ne peut plus redescendre sans payer un prix brutal. Parce qu'Ivan a hérité de la fortune, il a hérité du nom et il a hérité du commandement. Mais il a aussi hérité de la malédiction, celle de vivre caché, celle de ne pouvoir faire confiance à personne, celle de savoir que tous les hommes qui ont gouverné depuis cet endroit ont fini de la même façon, traqués, emprisonnés ou morts. Aujourd'hui, il est toujours libre. Aujourd'hui, il continue de se déplacer. Aujourd'hui, il reste l'un des visages les plus recherchés du crime organisé. Mais l'histoire de ces empires change rarement. Seul change le moment exact où le rideau tombe. Et quand ce moment arrivera, ce ne sera pas la fin d'une vie de luxe. Ce sera la fin d'une cavale. Parce que dans ce monde, tout avoir ne signifie pas avoir gagné. Parfois, cela signifie seulement que ton tour n'est pas encore arrivé. Et toi, qu'en penses-tu? Iván Archibaldo parviendra-t-il à continuer d'échapper à la justice pendant des années ou connaîtra-t-il le même sort que tant d'autres barons de la drogue avant lui? Je te lis dans les commentaires. Abonne-toi à Relato Mafioso pour découvrir d'autres histoires vraies de crimes organisés, de pouvoir, de trahison et de chute. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains documentaires et partage cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux histoires du narcotrafic racontées avec profondeur et sans artifice. On se retrouve dans le prochain récit.